Bienvenue sur les interviews de la vie de freelance. Dans cette série de vidéos, tu vas découvrir la vie de divers freelances que j'ai interviewés dans le monde lors de mes voyages. Les freelances n'ont pas tous le même style de vie, donc n'hésite pas à regarder plusieurs épisodes de la série pour te faire un vrai avis. Générique. Je m'appelle Anna, j'ai bientôt 32 ans et je suis tatoueuse. Je me suis lancée en freelance il y a à peu près 5 ans, quand j'ai changé de carrière. Avant, j'étais dans l'hôtellerie de luxe, je travaillais sur des gros établissements. J'ai eu un léger ras-le-bol, trop de pression, trop de fatigue. J'avais besoin de temps pour moi, j'avais pas de temps. Donc j'ai voulu faire un break, prendre une année sabbatique. Au bout de 2 semaines, je me suis un peu ennuyée en fait, donc j'ai tout de suite cherché à faire autre chose. J'ai toujours dessiné, j'ai appelé un pote qui avait un studio de tatouage et qui je m'étais fait piquer pour passer du temps pour dessiner. Et en fait, au bout de 3 semaines, je me suis dit, mais en fait, c'est vachement cool comme ambiance. C'est plus relax, c'est plus humain. Et je me suis dit, bah allez, je me lance en tant que tatoueuse. Et le statut de tatoueuse, il y a très peu de salariat. Et je voulais pas forcément retravailler pour quelqu'un ni dans une grosse structure, donc je me suis mis en freelance. Je pense que je me suis lancée entre 2013 et 2014 à peu près. Comment je me suis lancée en freelance, c'était un choix et en même temps c'était un peu une obligation. Donc dans le tatouage, il y a très peu de salariat. Il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs. J'ai travaillé au début dans différents studios pour me faire une réputation, pour améliorer mes skills. Mais très vite, je me suis retrouvée à devoir en fait ouvrir mon propre studio parce que la manière de travailler de certaines places ne me correspondait pas. Donc je me suis retrouvée à monter une SASU, à contacter des personnes dans le juridique et dans la compta pour voir ce qui était le mieux. Donc j'ai monté une SASU, j'ai monté ma boîte au début en France sur 2 ans. J'avais un studio à moi dans le 5e. Et au bout de ces 2 années, j'en avais un peu marre de rester au même endroit. J'avais envie de découvrir plus, j'avais envie d'apprendre plus. Et depuis 3 ans, je voyage en continu et je travaille à différents endroits. J'ai aucune activité à côté à part vacancière à temps plein. Vu que ça fait 3 ans que je voyage, j'ai dû faire à peu près plus d'une vingtaine de pays en 3 ans. Travailler sur plus de la moitié d'entre eux. Donc non, j'ai juste le plaisir de découvrir des choses. Alors, la manière dont on facture, ça va dépendre du pays où je me trouve. Tous les pays ont un niveau de vie différent. Le tatouage n'a pas la même réputation en fonction des pays. Déjà en Europe, par exemple, quand je travaille au Portugal ou en Allemagne, c'est absolument différent. Je peux être à 80 € de l'heure au Portugal comme je peux être à 200 € de l'heure en Allemagne. Parfois, suivant le projet, si c'est des petites tailles ou qui vont prendre moins de 4-5 heures, je vais plutôt être sur un prix projet. Quand c'est des projets qui vont prendre plus d'une session, donc c'est-à-dire plus d'une journée, ça va plutôt être à l'heure, afin que ça soit plus juste pour le client et pour moi-même. Mais voilà, entre les pays, c'est du tout ou rien, quoi, parce que ça va s'adapter au niveau de vie, mais ça va aussi s'adapter au niveau de la culture. Par exemple, là actuellement, je suis au Japon, je suis à Tokyo, et le tatouage n'est pas forcément reconnu comme un art ou comme une pratique légale, donc c'est moins payé qu'aux États-Unis, par exemple, ou à San Francisco, je pouvais tourner autour de 400 $ de l'heure, alors qu'ici, je vais tourner autour de 120-130 $. Alors, où est-ce que je travaille? Ça va être assez variable. Les gens vont voir de l'extérieur en tant que tatoueuse que je vais travailler dans un studio. Alors oui, je travaille toujours dans un studio parce qu'il y a des normes d'hygiène à respecter. Mais le tatouage, il ne se borne pas juste à tatouer, il se borne aussi à faire le dessin au préalable, à négocier des contrats avant d'y aller. Et tout ça, je vais le faire du chez-moi local que je vais avoir sur les quelques semaines ou d'un café où je vais trouver Internet parce que je n'ai pas toujours Internet dans les lieux où je vais être hébergée. Donc c'est très variable. Je vais travailler de mon téléphone, je vais travailler de ma tablette graphique. En fait, je vais travailler tout le temps. Quand j'ai un peu de temps, quand j'ai 2-3 heures pour moi, je vais être sur le boulot.
Parce que tatouer, c'est une grosse partie de mon travail, c'est la partie qu'on voit à l'extérieur, mais c'est pas ce qu'il y a en amont. Le pays, ça va être partout. Ça va être partout où je vais, c'est-à-dire que là je suis au Japon, mais j'ai travaillé en Nouvelle-Zélande, en Australie, au Canada, aux States, un peu partout en Europe, en Asie. Là cette année je vais découvrir Singapour, donc je suis assez excitée quoi, partout. Ça va être très... En fait, sur ma carrière depuis 3 ans où je travaille en voyage, ça a été très aléatoire. La première année et demie, on bougeait tous les 1 mois, 3 semaines, parce qu'à cette époque-là, j'avais pas de bébé. Maintenant que j'ai un enfant, on va rester dans un pays plus longtemps, mais des fois se déplacer dans le pays même, afin que ce soit plus simple, en voiture ou en transport. Donc maintenant, je suis plus sur du 3 mois, 4 mois dans le même pays, mais faire 5-6 villes différentes durant ce laps de temps. Pour les clients, tout dépend le pays en fait. Je vais travailler en fonction de la demande d'un studio ou en fonction de la réputation que j'ai dans une ville. Il y a certains clients, je vais avoir des demandes parfois dans certaines villes assez importantes. Donc je vais moi chercher un studio dans cette ville-là pour pouvoir répondre à la demande que j'ai. Et il y a parfois des studios qui vont avoir la demande de tatoueurs parce qu'ils ont une grosse clientèle et qu'ils ne peuvent pas tout prendre en charge. Et là, ça sera donc au studio de me fournir les clients. Ça va passer donc soit par les réseaux sociaux, globalement quand même, Instagram, Facebook. Instagram marche très très bien pour moi, soit par le studio qui me fait ma propre pub. Instagram vous permet quand même de voir d'où sont le maximum de followers qu'on a, d'où est-ce qu'on a le plus gros taux de réponse par rapport aux commentaires, par rapport aux likes, donc c'est très intéressant. Après, je vais avoir une stratégie quand j'arrive dans un pays ou dans une ville, je vais un peu feuilleter les réseaux sociaux où on me dit, par exemple, français à Tokyo, ou French in Tokyo, ou français à San Francisco. Je vais en fait mettre une annonce en disant, voilà, je suis tatoueuse depuis tant de temps, je vais poser mes valises quelques semaines ici. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Le tatouage, c'est une activité qui évolue énormément en ce moment, parce que c'est une activité qui comprend des techniques, mais aussi de la technologie. Les aiguilles ont tendance à changer, on a de plus en plus de marques d'aiguilles et de critères d'aiguilles qui sont différentes, donc qui ne sont pas faites pour les mêmes choses. Je vais comparer ça un peu comme un bricoleur, quoi. C'est-à-dire un bricoleur, il va avoir différents marteaux, différents tournevis, ce genre de choses. Nous, c'est un peu la même chose, mais on ne va pas les utiliser pour les mêmes choses. Le résultat de l'extérieur, le client voit un tatou, mais en amont, enfin en arrière, il y a beaucoup de travail au niveau des tools, quoi, au niveau des outils. Après, on a aussi les encres qui évoluent beaucoup. On va dire il y a 50 ans, quand on faisait un tatouage et que le truc devenait tout fade, aujourd'hui, on n'a plus cet effet-là. Donc, c'est à nous de suivre l'évolution, de se renseigner sur les technologies qui se mettent en avant. Ça fait un peu futuriste de dire ça juste pour du tatouage, mais c'est vachement important. Voilà. Par rapport à comment je me forme, je vais avoir des fournisseurs qui vont m'envoyer un mail en me disant on a de nouvelles aiguilles, de nouveaux types d'encre, est-ce que ça vous tente de les utiliser? Je vais répondre oui, ils vont m'envoyer certains échantillons et je vais regarder d'abord comment les utiliser, dans quel cadre, dans quelle pièce, et puis je vais les utiliser, je vais voir le résultat et je vais faire un feedback par rapport à mon fournisseur. Les avantages en tant que freelance pour moi, c'est mon temps que je gère. Je pense que c'est vraiment le point le plus important en tant que freelance, c'est-à-dire j'ai pas d'horaire. C'est pas je me lève tous les jours à 8h, je me lève les dents à 8h10, je m'habille à 8h30 et à 9h je suis au boulot. C'est pas ça la vie de freelance de mon point de vue. La vie de freelance c'est voilà, j'ai un décalage horaire entre Paris et Tokyo, je suis réveillée à 3h du matin, je suis au taquet, je prends mon PC, je travaille et j'avance le travail que j'ai à faire. Après, il va y avoir un autre matin où à 9h30 je vais avoir la flemme, je vais rester en piche toute la journée, mais je vais être branchée sur mon téléphone à répondre à des mails, à répondre à des demandes. Et je fais comme j'ai envie, de la manière dont j'ai envie. Je réponds quand j'ai envie, je travaille quand j'ai envie et de la manière dont j'ai envie. C'est-à-dire qu'avant, voilà, j'étais dans l'hôtellerie, j'avais une tenue très stricte, j'avais les cheveux bien coiffés, j'avais les hauts talons. Aujourd'hui, j'aime toujours les hauts talons, mais j'aime bien les baskets aussi, quoi. Les inconvénients, c'est s'il y en a. Après, c'est une manière de voir la chose. On ne compte pas ses heures. C'est-à-dire si on veut que ça fonctionne, à un moment donné, il faut se donner de soi.
Moi j'ai une petite fille et des fois je dis à mon époux, je fais écoute là pendant 2 jours je peux pas la prendre dans les bras, tu t'en occupes. Il faut que je sois concentrée sur mon travail, il faut que j'avance sur mes projets. Donc je vais avoir ma fille à côté qui joue, mais dès le moment où elle va être trop proche de moi, voilà, il va falloir que je l'écarte parce qu'il faut que je reste concentrée. Donc c'est un choix. Après, à côté, quand j'ai 3-4 jours de repos, comme ça va être la semaine prochaine, je vais passer mes 3 jours avec ma fille, quoi. Des soucis au lancement, je pense que c'est surtout des soucis personnels où on est très stressé, très angoissé parce qu'on ne sait pas si ça va marcher, parce que des fois il y a des gens qui vous soutiennent, des fois il y a des gens qui ne vous soutiennent pas. C'est toujours plus agréable d'avoir quelqu'un chez soi qui va vous tenir la main. Mais il y a des crises d'angoisse, quoi. Forcément, les 3 premiers mois, je me souviens, j'avais pas rentré d'argent suffisamment, j'étais plus en déficit qu'autre chose. Après, le 4e, 5e mois, ça avait beaucoup mieux marché. Mon comptable, on faisait un point avec une fois par mois pour me rassurer. Enfin, c'est pas quelque chose à prendre à la légère, je pense, être freelance. Parce que si on n'est pas un minimum organisé soi-même, un minimum investi, ça peut très vite couler et ça peut très vite être une mauvaise expérience. Après, au bout d'1 an, ça a fonctionné, donc j'étais très contente. J'avais remboursé tous mes déficits après 1 an, tout ce que j'avais investi. C'est aussi un point négatif des fois d'être freelanceur. Après, ça doit dépendre le domaine, mais il faut des fois une somme de base à investir. Et des fois, il faut se serrer la ceinture pour pouvoir l'investir. Après, si ça se termine bien, tant mieux. Maintenant, les points négatifs de freelanceur, les problèmes qu'on peut rencontrer tout au long du temps, moi déjà, si j'ai pas internet, je suis perdue. Je peux pas répondre à ma clientèle. Dans certains pays, comme au Vietnam, c'est un peu difficile d'avoir internet. En Nouvelle-Zélande, quand j'ai travaillé presque 6 mois, c'était très compliqué parce qu'Internet était extrêmement cher. C'était un peu comme en France, mais il y a 40 ans, c'est-à-dire on payait au méga. Donc ça a été assez compliqué pour... Enfin, c'est un petit point technique, mais qui peut avoir son importance suivant le métier. Après, techniquement, moi j'ai du matériel assez particulier avec lequel je travaille. Je ne peux pas me fournir dans tous les pays. Par exemple, à Tokyo, les aiguilles que j'utilise, je suis obligée de me faire fournir de Londres. Donc c'est un peu sport. Ça me fait des charges d'envoi beaucoup plus importantes. Mais pour la meilleure qualité pour moi et pour mon client, je me permets cette dépense-là. Voilà, après, un autre défaut... c'est qu'en fonction des pays où je vais travailler, il faut que je me démerde pour avoir le bon visa, il faut que je me démerde pour que ma famille puisse venir avec moi, il faut que je me démerde pour trouver le billet d'avion pas trop cher. Mais ça fait plus partie de l'organisation et du challenge du voyage, quoi. Alors la journée type, je vais prendre Tokyo parce que c'est une journée qui me paraît bien. Bon, réveil vers 7h30, petit déj de la petite, changeage de couche, habillage pour elle et pour moi, on fait une petite toilette. Vers 9h, je vais essayer de voir avec elle pour faire quelques activités. À 9h30, 10h, je vais partir pour le travail. Je vais arriver au boulot, je vais checker mes mails avec la manageuse du shop s'il y en a une. Je vais vérifier que tout est en place pour mon matériel. Je vais me mettre à travailler à peu près jusqu'à 16h, 17h avec des clients. Vers 18h, je vais décoller, je vais rentrer chez moi. Souvent, il n'y a personne. Donc voilà, petit moment de détente pour moi, un petit bain, un petit repas. 19h en général, mon mari et ma fille reviennent des activités. On s'occupe un peu. 21h, la petite est couchée. Et après, je travaille jusqu'à 23h minuit. Voilà. Après, il y a aussi d'autres journées types qui sont très différentes. Aux États-Unis, à Cleveland, par exemple, je pouvais commencer à midi et terminer à minuit au studio, que j'ai des clients ou non. Donc, ça fait même chose pour le matin, lever, sauf que je profitais plus de la matinée. 10h, 11h, on allait faire une activité en extérieur et tout. Après, j'allais au boulot. Et quand je rentrais à minuit, tout le monde est couché, mais il fallait encore que je travaille 2-3 heures derrière, quoi. Donc, je me couchais plus vers 3h du matin et je recommençais le lendemain à 7h30. Je kiffe. J'adore, je suis fan. Ça fait du bien. Ça fait du bien d'avoir des coups de rush. J'aime bien ça. Et puis ça fait du bien que si à un moment donné j'en ai marre, je vais dire zut, je me prends 2 semaines de congé et j'ai pas besoin de demander à qui que ce soit si je peux ou pas. C'est une grande question qui m'est souvent posée. Quand est-ce que j'arrête mon métier de vagabonde ?
enfin pas le métier, mais ma vie de vagabondage. Parce que ben voilà, le fait d'avoir un enfant, beaucoup de personnes pensent à la scolarité. Moi je pense que la scolarité à la maison c'est pas un problème et puis ça doit être réalisable, hein, je veux dire plein de gens le font. Si je peux, non. Si je peux, non, je continuerai à être freelance, je continuerai à organiser mon temps. Il y a des pays dans lesquels ça fonctionne très bien, où j'ai travaillé, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Il y a des gens à 65 ans, ils sont freelance et ils travaillent toujours et ils travaillent 6 mois dans l'année, ils prennent 8 mois de vacances. Enfin, c'est une manière de faire qu'on n'a pas du tout en France. En France, on est très sur le salariat, on reste dans la même entreprise pendant 20 ans, on évolue dans cette entreprise et tout. Même si aujourd'hui on voit que de plus en plus on se fait virer au bout de 50 ans. Enfin à l'âge de 50 ans. Moi la vie de freelance, elle me plaît. Je vais essayer de l'amener jusqu'au bout. Jusqu'au bout du bout. Et si un jour je dois m'arrêter, j'aurai un pincement au cœur. Pour ceux qui veulent se lancer, qui hésitent, lève-toi tôt et puis ça va le faire. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à regarder un autre épisode de la série pour mieux t'imprégner de la vie de freelance. Si cette vidéo t'a motivé à devenir freelance, j'ai sorti une formation sur le sujet qui va tout te donner de A à Z. Quelles sont les étapes administratives pour se lancer? Comment choisir le bon statut pour toi? Comment trouver des clients? Bref, comment gérer ton entreprise? Je te dis tout dans ma formation, lien en description et n'hésite pas à partager cette vidéo.